Bonjour, bienvenue à la Maison française de l'Université de New York. Je m'appelle Philip John Asher. Ceci est le quatrième épisode de notre série consacrée à Michel de Montaigne et à ses essais. Merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Et mon invité du jour s'appelle Franck Lestringan. Et je suis ravi de l'accueillir. Merci Franck et bonjour. Alors, Franck Lestringan est professeur émérite de littérature de la Renaissance à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Il est l'auteur d'une trentaine de livres, peut-être plus, et de plusieurs centaines d'articles. C'est dire combien il me sera difficile de résumer en quelques mots ses travaux. Par où commencer? Il a écrit une biographie du poète, dramaturge et écrivain romantique Alfred de Musset, un livre de 800 pages qui lui a valu le prix de la biographie de l'Académie française en 99. Il a également rédigé une biographie d'André Gide intitulée L'Inquiéteur, cette fois à plus de 2500 pages en 2 volumes et qui a gagné le même prix de l'Académie en 2013. Mais aujourd'hui, c'est surtout le 16e que j'accueille dans cet épisode, le spécialiste des voyages au Nouveau Monde, de la littérature des guerres de religion et bien sûr de Montaigne. S'intéressant à de nombreux aspects du XVIe siècle, Franck Lestringan a notamment travaillé sur André Tévé, qui, en qualité d'aumônier, se joignit à l'expédition de Villegagnon en partie fondée la France antarctique au Brésil. C'est à Franck Lestringan que nous devons l'édition moderne chez Chandaigne des singularités de la France antarctique que Tévé publia à son retour en France. On lui doit aussi une magistrale étude publiée chez Droz en 91 intitulée André Tévé, cosmographe des derniers Valoirs. Franck Lestringan a aussi travaillé sur le réformé Jean de Léry, qui lui aussi partit au Brésil avant de publier à son tour, avec un certain retard cette fois, son propre récit de voyage. Franck Lestringan a édité son histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, disponible en livre de poche, et publié aussi une étude monographique intitulée Jean de Léry ou l'invention du sauvage, dont l'édition la plus récente est publiée au classique Garnier. Et cette année, il a publié, mais pas écrit, m'a-t-il dit, Jean de Léry, le premier ethnologue. Alors, pour donner une idée de l'envergure des travaux de Franck Lestringan, citons encore quelques autres titres. L'atelier du cosmographe ou l'image du monde à la Renaissance, Albin Michel, 91. L'expérience huguenote au Nouveau Monde au XVIe siècle, Droz, 96. L'Amérique et la controverse coloniale en France au temps des guerres de religion, Droz, 2004. Et il faudrait encore évoquer sa très belle édition de la cosmographie universelle de l'explorateur, cartographe et corsaire Guillaume Le Testu aux éditions Artaud, son étude récente 2021 consacrée au poète du Barthas ou encore ses nombreux travaux sur Agrippa d'Aubigné. Mais nous sommes là pour parler de Montaigne. Franck Lestringan a beaucoup écrit sur les essais qu'il décrit dans un article de 2018 comme, je cite, « un fleuve gros de détours et de subites résurgences », article dont je voudrais lire les 2 premiers paragraphes. Il y a 42 ans, je donnais mon premier cours sur Montaigne. C'était l'époque du structuralisme triomphant, des certitudes admises par plans, par strates, empilées les unes sur les autres. Les essais apparaissaient comme un feuilletage, un empilement de feuilles collées les unes sur les autres, biffées puis reprises, déchirées, découpées, recollées, une sorte de variante et d'annonce à la recherche du temps perdu 3 siècles et demi plus tôt. À défaut de paperoles et de liasses manuscrites, il y avait l'imposant exemplaire de Bordeaux, en volume imprimé abondamment annoté par Montaigne lui-même et ses diligents lecteurs, comme Marie de Gournay, sa fille d'Alliance. Montaigne est prédécesseur de Proust, quel programme stimulant, et Montaigne est dès lors plus actuel que jamais. Le 13 février 1976, Jean-Pierre Richard, alors professeur à l'Université de Vincennes et chef de département, rencontré rue d'Ulm dans le bureau de Caïman Michel Charles, me demanda de faire un cours sur les essais que j'achevais de lire sur le livre 3 tout spécialement. J'avais pour guide de lecture le livre stimulant, ou pour mieux dire, le livre décapant de Jean-Yves Pouillou, Lire les essais de Montaigne, synthèse critique et port en droit polémique de tous les discours tenus sur Montaigne. Je pris le métro pour le château de Vincennes, puis marchai à travers les bois encore dépouillés jusqu'aux baraques agrémentées d'un souk qui tenait lieu d'université. 3 cours de 2 heures s'ensuivirent, puis la grève nous paralysa. Le soleil rayonnait sur la forêt verdoyante et le souk. Je revois Jean-Pierre Richard, Jean Levaillant et Raymond de Debray-Genette assister aux assemblées générales. Un type écoutait son transistor Radio Luxembourg, sa musique, ses plaisanteries et ses publicités au milieu des professeurs impassibles et ennuyés. Le printemps rayonnait, les vacances s'approchaient. Ce cours fut interrompu, mais Franck Lestringan continua et continue à lire et à relire Montaigne.
Il y aurait aussi de nombreux articles à citer. Montaigne, topographe et la description de l'Italie, Montaigne et la laïcisation de l'histoire, Sept paradoxes des cannibales, Gonzalo's Books, La République des cannibales de Montaigne à Shakespeare, ou encore les différentes entrées écrites pour le dictionnaire Montaigne édité par Philippe Dezan sur le Brésil, la cosmographie, l'exotisme, Jean Deléry, André TV, ainsi que l'entrée Mexique-Pérou. Il faut mentionner aussi Le Brésil de Montaigne, publié chez Chandaigne en 2005. Alors, je voudrais pour terminer évoquer le livre que Franck Lestringan a publié en 2022 dans la série Lecture des essais dirigée par Thierry Gantier aux éditions Classique Garnier. Il s'agit d'un commentaire suivi du chapitre des gauches, et c'est une lecture essentielle pour qui veut comprendre ce chapitre aussi célèbre que mal, ou du moins hâtivement lu, dont la disposition ne reflète pas nécessairement son ordre de composition, et qui, formé de 3 sections hétérogènes, possède néanmoins une cohérence extrême, dit Franck Lestringan. Ce commentaire du chapitre des coches, que je conseille vivement, a le mérite de nous rappeler que ce chapitre, sans queue ni tête et fait de morceaux raboutés, est un chapitre en 3 parties et que la partie la plus étendue et la plus célèbre, c'est-à-dire la 3e partie, consacrée au Nouveau Monde, n'est justement que la 3e partie. Alors, avant l'Amérique, le Pérou des Incas et le Mexique des Aztèques, il y a une première partie sur le mal de mer, le mal de rivière, le mal de coche, puis une seconde partie qui comprend une énumération des types de coches, un défilé de chars qui est aussi une collection d'autos, selon la formule heureuse de Franck Lestringan, déjà dans son Brésil de Montaigne et reprise ici, et une discussion des jeux du cirque à Rome. Et c'est cette deuxième partie du chapitre, truffée d'ajouts, que Montaigne remanie le plus au fil du temps. Plus de la moitié du texte provient de compléments manuscrits en marge de l'exemplaire de Bordeaux, nous rappelle Franck Lestringan. Pour en arriver aux pages illustres sur la découverte et la destruction du Nouveau Monde, le lecteur lit d'abord de toute autre page, celle sur le mal de mer, sur les coches, d'autres encore inspirées à Montaigne par sa lecture du De Amphithéâtro de Juste Lipse, dont il a sous les yeux les magnifiques planches gravées représentant le Colisée ou encore les amphithéâtres de Vérone ou de Nîmes. Franck Lestringan nous montre, dans ce commentaire pénétrant, que tout se tient. Ce chapitre tour à tour médical, thérapeutique, philosophique, historique est à coup sûr l'un des plus importants des essais et il trouve en Franck Lestringan son grand lecteur. Franck Lestringan est mon invité aujourd'hui et j'en suis ravi. Alors, comme vous le savez, chaque épisode de cette série sur Montaigne est divisé en 3 parties. Donc, dans un premier temps, pour faire connaissance avec notre invité, pour ouvrir le dialogue, mon invité répondra donc à mon questionnaire Montaigne, toujours les mêmes questions. Dans un deuxième temps, mon invité nous parlera de ses propres travaux sur Montaigne. Et enfin, dans un troisième temps, il y aura donc une session de questions-réponses, c'est-à-dire que Franck Lestringan répondra en direct à vos questions que vous pouvez entrer dès maintenant et tout au long de l'échange grâce à l'option Q&A au bas de votre écran Zoom. And don't hesitate to write questions in English, which I'll be happy to translate if we need to. Donc voilà. Alors, le questionnaire pour commencer. Donc, pour commencer ce 4e épisode, voici ma première question. Alors, Franck Lestringan, quand et comment, dans quel contexte et pour quelles raisons avez-vous ouvert et lu les essais de Montaigne pour la toute première fois? Bien, comme, comme tu l'as dit toi-même à l'instant, c'est grâce à Jean-Pierre Richard, hein, auquel je veux rendre hommage, ce grand critique qui était professeur à Vincennes à l'époque, qui en décembre 1975, donc il y a déjà une bonne cinquantaine d'années, m'a demandé, est venu à l'école normale supérieure où j'étais alors pensionnaire, et m'a demandé de faire un cours sur Montaigne. Je n'avais jusqu'ici lu que des fragments de Montaigne, que quelques essais. Dans le Lagarde et Michard, notre livre de référence était le Lagarde et Michard. Il y avait un tome par siècle et il y avait quelques chapitres de Montaigne qui étaient découpés. C'était assez ennuyeux. Et j'ai pris intérêt à Montaigne, je dirais seulement à ce moment-là, seulement en 1975, quand je me suis mis à lire la totalité des essais. Et j'ai commencé par le livre 3, qui était au programme de Vincennes, et j'ai lu en totalité le livre 3, et ça a été immédiatement un enchantement. Je dirais pour ceux qui n'ont pas lu Montaigne, il ne faut pas le lire par extrait, par fragment, il faut le lire en continuité. Malgré son caractère apparemment disparate, apparemment interrompu, cisaillé, il faut le prendre en continuité. Et c'est une consolation.
ça procure un calme, ça procure une intelligence dont on est dépossédé malheureusement, mais Montaigne vous rend intelligent, c'est une lecture qui vous rend intelligent et qui vous rend heureux, tout simplement. Montaigne rend heureux. Merci, Franck. Quel est le chapitre des essais qui, au cours des années, retient le plus souvent votre attention? Ou alors, et c'est peut-être pas la même question, je ne sais pas, vous me direz, mais quel est le chapitre, votre chapitre préféré? Alors, les chapitres qui m'ont surtout fasciné, c'est les chapitres qui étaient en rapport avec la cosmographie, hein, sur laquelle portait ma thèse d'État. Hein, la cosmographie, c'est-à-dire la géographie, si l'on veut, hein, la cosmographie, mais élargie au monde entier. Et il y a deux chapitres qui ont particulièrement retenu mon attention et que j'ai lu et relu des dizaines de fois. Il s'agit des cannibales, évidemment, chapitre 31 du livre 1, des cannibales, et puis son répondant qu'il a écrit, que Montaigne a écrit 8 ans plus tard, il y a 8 ans d'écart entre les deux chapitres, des coches. Des coches, c'est en quelque sorte la résultante de des cannibales. Donc c'est ces deux chapitres-là, et j'ai préféré aujourd'hui parler de Décoche parce que des cannibales, j'en ai vraiment un peu assez, j'en ai vraiment trop parlé, hein, et j'ai trop écrit sur des cannibales, et j'ai notamment écrit un livre, Le cannibale, grandeur et décadence, qui a été traduit en anglais, qui était bien traduit en anglais, qui est centré sur des cannibales, bien sûr, mais qui élargit au texte antérieur dont Montaigne a pu se servir, et puis à tous les lecteurs de Montaigne qui ont pu réinterpréter au fil des siècles les cannibales et le cannibalisme. Alors, troisième question, et vous y avez peut-être déjà répondu dans la réponse à la première question en parlant de ce Montaigne qui nous rend heureux. Mais voilà ma troisième question. Pourquoi, selon vous, devrions-nous lire Montaigne en 2023? Y a-t-il une réponse ou plusieurs? Oh, il faut le relire, ça c'est évident. Hein. Et je dirais que c'est une raison pas seulement thérapeutique, mais c'est aussi une raison thérapeutique. Montaigne console des malheurs du temps. Je dois dire que je l'ai éprouvé personnellement. J'ai relu Montaigne au moment des attentats qui ont eu lieu à Paris. Il y en a un qui s'est passé pas très loin de chez moi. Et Paris est petit, comme vous savez, hein, infiniment plus petit que New York. Et j'ai relu Montaigne à ce moment-là, et c'était une consolation. J'ai relu le livre 1, mais on dit que le livre 1, c'est un recueil de petits chapitres sans intérêt érudit. Pas du tout. Il y a un humour. Et cet humour constant chez Montaigne qui trame les essais, qui trame les essais d'un bout à l'autre, et apporte un réconfort, un plaisir. Alors c'est vrai que parfois, il y a des passages difficiles à comprendre chez Montaigne. Ça ne se lit pas aussi facilement qu'un roman policier, par exemple. Mais ça procure un réconfort qui est inappréciable. Il y a deux grands textes de la littérature française que je relis régulièrement, à intervalles réguliers, intervalles de quelques années sans doute. C'est La recherche du temps perdu de Marcel Proust, bien sûr, et puis les essais de Montaigne. Hein, les essais de Montaigne, je dirais que c'est une lecture viatique. Hein, ça permet de vivre, tout simplement, de vivre et d'aller, hein, d'aller sa vie, de recommencer sa vie, de continuer sa vie avec un intérêt passionné. Le premier livre des essais, qui raconte des choses souvent horribles, hein, des crimes, des massacres, et finalement, Montaigne en parle avec un humour, avec une distance, avec un esprit qui rend ce spectacle de l'humanité, ce spectacle qui pourrait être désespérant, qui pourrait être tragique, il le rend tout à fait réconfortant. Mm, mm, Donc, il faut relire Montaigne. Je vous invite vivement à relire Montaigne par les temps troublés, les temps incertains qui règnent aujourd'hui. oui. Ça peut donner un sens à la vie, ça peut réconforter. En tout cas, pour moi, c'est un viatique. Merci, Franck. Quatrième question de ce petit questionnaire. Quel est l'article, le livre sur Montaigne que vous conseillez le plus souvent aux étudiants, aux collègues, aux amis? L'article, le livre que vous n'avez pas écrit et qui vous semble toujours important? Bah, le livre qui a été au point de départ, enfin, quand j'ai eu à enseigner sur Montaigne, quand j'ai eu à faire un cours sur Montaigne, à présenter Montaigne dans son ensemble, c'est le livre de Jean-Yves Pouillou qui m'a été conseillé et que je vous conseille à mon tour. Ce livre, Jean-Yves Pouillou l'a publié en 1969 aux éditions Maspero. Maspero, c'était un éditeur gauchiste, hein, comme on disait à l'époque, qui publiait tous les gauchistes de l'époque, hein, les trotskistes, les maoïstes, etc. Et qui publiait Che Guevara aussi. Il a publié Che Guevara en français. Et Maspero, donc, a publié, parmi tous ses livres politiques très engagés, il a publié ce livre de Jean-Yves Pouillou, Lire les essais de Montaigne,
qui sont une magnifique et magistrale et assez décapante introduction à Montaigne. Et alors que j'avais de Montaigne l'idée d'un vieil écrivain, d'un écrivain réactionnaire ou conservateur, ce qu'il est à certains égards, indéniablement, eh bien, il rajeunissait, il rafraîchissait Montaigne de façon tout à fait remarquable. Et c'est un livre énergique, c'est un livre voilà, de gauchiste, si l'on veut, un livre qui est écrit dans un temps de combat politique assez féroce. Hein. C'était tout le gauchisme, donc nous étions tous des gauchistes à l'époque. Mais c'est un livre très intelligent et qui renouvelle la lecture de Montaigne. Et il faut le relire maintenant, il faut le relire avec la distance, et je crois que c'est un livre qui retrouve une actualité aujourd'hui. Nous sommes dans un siècle aussi consternant que l'époque où il a été écrit. Ça, hélas, oui. Oui, hélas, oui, hélas, hélas. Mais on a heureusement Montaigne et puis ces commentaires de Jean-Yves Pouillou. Hein, je vous invite vraiment à le relire, à le reprendre par là. Et puis Mm, surtout, il faut relire directement les essais. mm, Alors, mm, quelle édition? Je crois qu'il y a une édition commode qui est la plus accessible, celle qui a été publiée en collection folio chez mm, Gallimard, donc en livre de poche, et c'est une orthographe modernisée, parce que mm, l'orthographe de Montaigne pose des problèmes. La ponctuation aussi, selon l'édition, pose d'énormes problèmes de lecture. Il mm, vaut mieux, je vous conseillerais de le lire dans cette édition où l'orthographe est modernisée. Le- la ponctuation originelle est respectée et on arrive à le lire sans difficulté à mm, partir de ce moment-là. mm. Donc, lire Montaigne, les essais en collection folio. L'édition a été faite par les soins d'Alexandre Tarette, Alexandre Naya et sa femme. Mhm. Merci. Et vous m'avez dit aussi que le livre de Pouillou a été réédité récemment, je crois. Donc ça, Alors, c'est il a été ouais. réédité aux éditions Garnier. Classique Garnier, c'est une maison d'édition assez chère. Je sais que c'est pas facile, mais je vous trouverai certainement en bibliothèque aux États-Unis, certainement. Mm. Bon, ben merci Franck. Alors on arrive dans notre deuxième temps Oui. et vous allez nous parler de vos travaux. Vous avez décidé de nous parler donc des coches et j'en suis ravi. Donc voilà, je vais vous passer le micro, je vais me taire et voilà. Et je dis au public, n'hésitez pas à entrer vos questions grâce à l'option Q&A en bas de votre écran, questions-réponses. Et je les lirai à haute voix donc à la fin de la présentation de Franck Lestringue. Donc, Franck Lestringue. Donc à vous Franck. Voilà. Alors, Philippe, merci. Alors je suis un peu désolé parce que je vais raconter des choses qui ne sont pas très nouvelles. J'ai l'impression de me répéter et vous avez jusqu'ici magnifiquement exposé tout ce que j'ai pu écrire, vous avez magnifiquement parlé de tout ce que j'ai pu faire, et je vais répéter donc des choses que j'ai déjà dites, et je risque de les dire moins bien et de commettre quelques erreurs au passage. Mais au moins, j'essaierai d'être bref, comme ça on pourra reprendre ensuite, on pourra au moins dialoguer. Et c'est surtout l'intérêt de cette réunion d'aujourd'hui, c'est de permettre un dialogue par-delà l'océan, par-delà les mers, et par-delà les siècles aussi, puisqu'on dialogue avec Montaigne en même temps. Notre monde vient d'en trouver un autre. C'est ce qu'écrit Montaigne en 1588, près d'un siècle déjà après Colomb. Notre monde vient d'en trouver un autre, et en fait, la découverte de l'Amérique, ou du moins la première navigation de Colomb, c'est de 1492. C'est presque un siècle après, à 4 ans près, ça fait un siècle. Et Montaigne ajoute, et qui nous répond si c'est le dernier de ses frères? Puisque les démons, les sibylles et nous avons ignoré Sétucie jusqu'à cette heure. Alors le propos est évidemment amusé hein, et légèrement ironique. Hein, et qui nous répond si c'est le dernier de ses frères? Il y a un nouveau monde, pourquoi pas un troisième monde, un quatrième monde, un cinquième, et ainsi de suite. Et en effet, ni les démons, ni les sibylles, ni nous hein, ne connaissions ce monde. La découverte du Nouveau Monde, on le sait, a ébranlé les certitudes admises, du moins avec un certain délai, variable selon les pays d'Europe. En ouvrant le monde clos et cloisonné de l'âge médiéval sur un ailleurs insoupçonné, elle a jeté le doute sur les fondements mêmes de l'anthropologie chrétienne. Or, le trouble épistémologique qui en résulte se redouble bientôt d'un scandale moral. Au choc de la découverte, lent et agissant à retardement, s'ajoute bientôt le scandale de la conquista et l'extinction de la moitié du genre humain, ou plutôt sa destruction par l'autre moitié.
la crise de la connaissance s'aggrave d'une crise éthique. Les deux moments de cette prise de conscience douloureuse sont représentés chez Montaigne par deux chapitres des essais, Des cannibales, donc chapitre 31 du livre 1, et Des coches, chapitre 6 du livre 3, deux chapitres rédigés à 8 ans d'intervalle, en 1579-1580 pour le premier et 1588 pour le second. Le tableau encore euphorique des cannibales, évocation des libres amérindiens du Brésil, les fameux Tupinambas du Rio de Janeiro, qui avaient déjà été décrits par André Tévé, puis par Jean de Léry, fait place à la fresque tragique du chapitre des coches, c'est-à-dire des voitures. Des coches, on coaches, comme traduit John Florio. Peinture hallucinée de la destruction par les Espagnols des empires aztèques et incas. Au demeurant, c'est la même leçon philosophique ici et là, mais aggravée d'une étape à la suivante. Pour nous, aujourd'hui, la date de 1492 représente le seuil des temps modernes, l'aube d'une époque d'ouverture dans tous les domaines, technologiques, économiques, politiques, artistiques. Or, rien n'est plus éloigné de la pensée de Montaigne. Montaigne aime à humilier l'orgueil humain en révoquant en doute les prétendus acquis de la science moderne en matière de géographie notamment. Dans Des cannibales, il tire argument de la découverte de l'Amérique, non pas pour exalter les progrès de la connaissance, mais au contraire pour souligner l'infirmité de l'humaine capacité. Au lieu de l'hymne à la curiosité et à l'audace des navigateurs que l'on attendrait, on lit non sans surprise ce constat d'ignorance. Cette découverte d'un pays infini semble être de considération. Je ne sais si je ne peux puis répondre qu'il s'en fasse à l'avenir quelque autre, tant de personnages plus grands que nous ayant été trompés en celle-ci. J'ai peur que nous ayons les yeux plus grands que le ventre et plus de curiosité que nous n'avons de capacité. Nous embrassons tout, nous prenons tout dans les bras, mais nous n'étreignons que du vent. La méditation de Montaigne se termine, comme on le voit, par une paraphrase de l'Ecclésiaste dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le plus désabusé et le plus pessimiste des livres de l'Ancien Testament. Puisque les anciens, les plus avisés et les plus sages de tous les hommes, selon l'auteur des essais, ont ignoré cette moitié du monde qu'ils ignoraient tout autant, il y a lieu de penser que cette découverte n'est rien au prix de ce qui nous reste caché. Formulé dès 1580 dans Des cannibales, ce constat fondé sur la contemplation de la sphère terrestre trouvera son écho 8 ans plus tard dans Des coches. À l'échelle de la monde, les récentes conquêtes de l'Europe apparaissent dérisoires. Dérisoires, mais scandaleuses aussi, car le crépuscule succède sans transition à l'aurore par la faute des Européens qui, par leur avidité et leur avidité guerrière, ont transformé l'un dans l'autre. L'enfer succède au paradis. Le paradis, pour commencer. Des cannibales du Brésil, Montaigne nous dit, en reprenant la formule négative, qu'ils n'ont, formule négative, ils n'ont pas, ils n'ont ni, etc., aucune espèce de trafic, nulle connaissance de lettres, nulle science de nombre, nul nom de magistrat, ni de supériorité politique, nulle agriculture, nul métal, nul usage de vin ou de blé. Qui plus est, ajoute Montaigne, les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la détraction, le pardon sont chez eux inouïs. Ces gens paraissent échapper à la malédiction universelle prononcée contre la descendance d'Adam et partout empreinte, partout perceptible ailleurs dans les peuples de l'Ancien Monde. Leur état de pureté et de naïveté originelle laisse à penser que si la nature est si peu abattardie en eux, c'est qu'ils sont exempts des retombées de la chute qui, à l'origine, ne les auraient pas touchés. Préadamites, comme les appellera plus tard Isaac de la Pereire, le mot n'est sans doute pas prononcé par Montaigne, mais l'idée n'est pas très loin. Toutefois, cette série de négations est placée par Montaigne à l'intérieur d'un dialogue hypothétique et bien invraisemblable avec Platon. C'est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n'y a ni ceci ni cela. Qu'aurait dit le philosophe grec s'il avait été placé en présence d'authentiques cannibales du Brésil? N'aurait-il pas été lui aussi ébranlé dans ses convictions et sa belle construction de la République n'aurait-elle pas été lézardée, minée jusque dans ses fondements?
On voit que Montaigne s'amuse, l'audace philosophique chez lui a part liée avec le jeu. Un jeu sans doute, mais un jeu sérieux. L'enfer, j'en arrive à l'enfer et j'en arrive à Descoches. C'est l'objet du chapitre Descoches, écrit et publié une dizaine d'années plus tard, Descoches ou des voitures, on coaches, hein, comme je l'ai dit. Ici, les véhicules en mouvement deviennent l'emblème d'une histoire universelle placée sous le signe de l'instabilité et qui apparaît au premier regard comme une suite ininterrompue de chutes et de catastrophes. Ce second chapitre rappelle le mouvement du premier. Le moment du basculement dans Descoches est symbolisé par le requerimiento, c'est-à-dire la requête, ce qu'on appellerait la requête en français. Le requerimiento, ce rite juridique par lequel les Espagnols enjoignent solennellement aux Indiens de se soumettre au roi de Castille, le plus grand prince de la terre habitable, comme il est écrit, et au pape, se soumettre du même coup au pape qui lui a octroyé cette souveraineté. Donc, il faut qu'il se soumette au roi le plus puissant d'Europe, et de plus, au pape, c'est lui qui a donné au roi le plus puissant d'Europe tous ces peuples du Nouveau Monde. Une fois la sommation de rigueur, requerimiento aussi est souvent traduit par sommation, une fois la sommation de rigueur prononcée et enregistrée par devant notaire, alors c'est tout à fait paradoxal, mais les conquérants, les conquistadors étaient accompagnés de notaires. Il y avait un notaire qui écrivait, qui consignait sur écrit, et qui enregistrait pour l'éternité, les propos tenus par les Espagnols et par leur face-à-face par les Indiens. Donc, les conquérants sont juridiquement fondés dès lors à massacrer ou à faire esclave une population hostile ou simplement incrédule. Cette remontrance accoutumée, c'est l'expression de Montaigne, cette remontrance accoutumée ou requête en bonne et due forme, accompagnée du choc des armes, est longuement mise en scène par Montaigne, qui en souligne l'absurdité. Des conquistadors qui la profèrent avec arrogance, la parole passe à leur vis-à-vis, aussitôt capturés par ces enfants nus et désarmés qui leur font la leçon, déployant une éloquence d'une rare énergie. Je cite encore, la réponse fut telle que, quant à être paisible, ils n'en portaient pas la mine, s'il l'était, quant à leur roi, puisqu'il demandait, il devait être indigent et nécessiteux, le barbare prétendu est décidément le juge légitime de l'Européen. Mais cette fois, la victoire de l'autre est toute provisoire. La violence de la conquête, de la conquista, engendre un déséquilibre que fixe en une image clé à la toute dernière page du chapitre la chute de l'Inca. Atahualpa, de sa chaise à porteur, au soir funeste de Caramarca, le 16 novembre 1532. Cet ultime coup de théâtre demeure à jamais en suspens, compromis par l'ampleur infinie du massacre. Autant qu'on tuait de ses porteurs pour le faire choir à bas, car on voulait prendre vif, autant d'autres, et à l'envi, prenaient la place des morts, de façon qu'on ne le put onc abattre, quelque meurtre qu'on fit de ces gens-là, jusqu'à ce qu'un homme de cheval l'alla saisir au corps et l'avala par terre. La chute de l'Inca, incident minime en apparence, mais hautement symbolique en même temps, révèle dans son effroyable étendue la ruine de tout un monde. Chute de l'Inca qui intervient précisément à la chute du chapitre. Dévalement, avalement, avalas pour ainsi dire. Je reviendrai sur ce terme d'avalas. Une avalas, c'est un vieux mot français, c'est le fait de dévaler et de se faire avaler aussi. On n'est pas loin du cannibalisme. On rejoint le cannibalisme dans le dernier mot du chapitre Descoches. Pas de conquête plus sanglante que celle de l'Amérique par les Espagnols, sinon peut-être celle de la Chine par les Mongols au début du XIIIe siècle. De 20 à 60 millions de morts en l'espace d'un demi-siècle. Mais pas d'entreprise coloniale qui n'ait été plutôt dénoncée, et du sein même de la nation colonisatrice, ni plus vigoureusement, de sorte que les exactions de la conquista sont sinon compensées, du moins corrigées par cette prise de conscience précoce de la destruction des Indes,
stigmatisé dès 1552 par le père dominicain Bartholomé de Las Casas, évêque du Chiapas, dans un petit livre appelé Un prodigieux retentissement, la très brève relation de la destruction des Indes, réquisitoire implacable contre les crimes de la conquista. Alors, ce texte a été écrit en espagnol, un brevissima relation de la destruction de las Indias. Montaigne a lu sans doute ce texte, c'est une traduction française. Montaigne n'est donc pas le premier Européen à s'émouvoir des conséquences catastrophiques d'une conquête brutale. Prodigue des richesses de la terre et du sol, et plus encore, prodigue du sang humain. Pour cette évocation, il se montre tributaire de Bartholomé de Las Casas, auquel il emprunte la sage énumération des tortures et des massacres gratuits qui engendrent un insoutenable effet de litanie. Mais il puise aussi chez un chroniqueur officiel de l'Espagne comme Francisco López de Gomara, l'auteur de l'Histoire générale des Indes occidentales, intitulé aussi Hispania Victrix, l'Espagne victorieuse, une apologie de l'expansion ibérique outre-mer, interprétée comme la preuve évidente que la Providence favorise les couronnes d'Aragon et de Castille. Gomara n'affirme-t-il pas orgueilleusement dans son prologue que le plus grand événement depuis la création du monde, hormis l'incarnation et la mort de celui qui l'a créé, est la découverte des Indes, et c'est pourquoi on les appelle Nouveaux mondes. Montaigne n'est même pas le premier écrivain de langue française à élever cette protestation, puisqu'il a été devancé de quelques années par les protestants, le Brabançon Jacques de Migrode en 1579, qui traduit Las Casas sous le titre tendancieux des tyrannies et cruautés des Espagnols, ou encore Jean de Léry, qui, dans les éditions successives de son Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, publié pour la première fois en 1578 et régulièrement augmenté jusqu'en 1611, compare les cruautés des Indiens anthropophages à toutes celles qu'ont exercées et qu'exercent quotidiennement les Européens de son temps, les chrétiens, comme on disait alors. Montaigne hérite d'un argumentaire déjà constitué et formalisé, dont on trouve l'écho dans la littérature des voyages, mais aussi dans les pamphlets des guerres de religion, l'historiographie et jusque dans les maps-mondes et les atlas, comme la cosmographie universelle du pilote du Havre, Guillaume le Testu, en 1556. Guillaume le Testu sera le compagnon de Francis Drake lors d'une campagne menée au Panama. Qu'est-ce alors qui distingue Montaigne de ses prédécesseurs? À n'en pas douter, la laïcisation de l'histoire, une certaine laïcisation de l'histoire. Pour Bartholomé de Las Casas, comme pour ses récupérateurs protestants, la conquête du Nouveau Monde, dans l'énormité de ses conséquences et de ses excès, est un châtiment voulu par Dieu. Ce mystère d'iniquité relève de l'inscrutable jugement de Dieu. En tout cas, il s'inscrit dans le cours inéluctable d'une histoire théologique et providentialiste. En général, il est interprété comme un avant-courrier des derniers temps, une préfiguration du jugement dernier. Cette perspective théologique, certes, ne retire pas toute responsabilité aux criminels. Les tyrans espagnols, comme les qualifie Las Casas, les tyrans espagnols, seront jugés sur leurs œuvres. C'est à vrai dire la crainte d'un châtiment collectif qui pousse Las Casas à écrire sa très brève relation de la destruction des Indes. D'un châtiment qui déborderait le groupe restreint des bourreaux pour retomber sur la nation espagnole tout entière qui les a engendrés, abrités et protégés. Dieu n'exercera-t-il pas son terrible courroux en détruisant l'Espagne, coupable d'avoir détruit le peuple enfant du Nouveau Monde, cette humanité sans défense qui appelait la conversion au christianisme par la douceur et paraissait devoir former sur terre la Nouvelle Jérusalem? En d'autres termes, c'est la perspective eschatologique qui confère au brûlant libelle de Las Casas sa terrible urgence. Si l'Espagne, en la personne de son souverain Charles Quint, ne se repent pas et ne punit pas les bourreaux, si elle n'interdit pas à l'avenir que l'on bafoue le droit naturel des Indiens, alors Dieu abattra sa foudre sur le peuple exterminateur. À travers toute l'Europe, les protestants reprennent bientôt à leur compte la dénonciation de Las Casas pour la retourner contre l'Espagne et le catholicisme confondu.
mais ils ne raisonnent pas très différemment de leur principal inspirateur. En fondant ce que l'on a appelé par la suite la leyenda negra, anti-espagnole, qui n'est à l'origine nullement une légende, mais la vérité historique même, ils fustigent les séides de l'Antéchrist. Pour eux non plus, la certitude de l'imminence des derniers temps ne fait pas de doute. Simplement, il s'agit d'affronter l'épreuve suprême et de radicaliser la lutte contre le prince des ténèbres dans l'attente du retour sur la terre du Christ en juge souverain. Montaigne, à l'évidence, se distingue de tout cela. Il se distingue de tous les fanatiques de l'Apocalypse, comme les a appelés Norman Cohn, par le soupçon qu'il jette d'emblée sur toutes les interprétations théologiques de l'histoire. Sans doute, Montaigne est un gentilhomme catholique, d'une dévotion exacte et scrupuleuse, qui pour rien au monde ne manquerait sa messe quotidienne. Hein. Il écoute chaque jour la messe, hein, tous les jours de la semaine. Et avant de monter à sa librairie, dans sa tour, avant de monter au deuxième étage, où il a sa librairie, il entend la messe au rez-de-chaussée. Dans toute l'étendue des 2 chapitres américains des essais, et plus précisément dans le chapitre des coches, le nom de Dieu est prononcé 2 fois. La première fois, à l'occasion d'un dicton. Dieu donne le froid selon la robe. Dieu donne le froid selon la robe. Autrement dit, Dieu mesure les épreuves à la capacité des hommes de les supporter. Et Montaigne complète pour son cas particulier et me donne les passions selon le moyen que j'ai de les soutenir. La seconde fois, dans un constat qui est en même temps une imprécation. Je cite encore Montaigne, on décoche, Dieu a méritoirement permis que ces grands pillages se soient absorbés par la mer en les transportant, ou par les guerres intestines, de quoi ils se sont entremangés entre eux. Quand il s'agit de juger des événements de son siècle, Montaigne se garde bien de jeter sur eux une grille providentialiste. Tant il est vrai, comme le dit un chapitre des Essais, qu'il faut sobrement se mêler de juger des ordonnances divines. Or, les 2 partis qui s'affrontent dans la France des guerres de religion, protestants et catholiques, usent et abusent du procédé, chacun tirant la couverture à soi et le sens de l'histoire à sa convenance, dans l'intérêt exclusif de la cause qu'il sert. Pour Montaigne, assurément, l'histoire perd de sa lisibilité, tout au moins le sens transcendant que lui assigne la théologie. Elle n'est pas plus perceptible désormais qu'à hauteur d'homme, du point de vue de la terre. Étant donné, comme le dit l'apologie de Raymond Sebon, que, je cite, nous n'avons aucune communication à l'être, c'est à la terre et au monde sensible qu'il faut en revenir, d'autant que nous ne pouvons juger que des apparences et par conjecture. Toutefois, cette démarche sceptique, hein, scepticisme qui est affirmé par Montaigne dans la formule « nous n'avons aucune communication à l'être », toutefois, cette démarche sceptique n'exonère nullement les hommes de leur écrasante responsabilité. Bien au contraire, puisque Dieu n'a plus rien à voir en l'affaire, autant que l'on sache et que l'on puisse savoir, c'est aux hommes qu'il faut s'arrêter en les considérant comme les vrais acteurs de l'histoire en cours. Le relativisme que l'on prête si souvent à Montaigne ne rend pas égales toutes les conduites humaines, ni indifférentes leurs actions. Il se heurte là à l'exigence éthique. Face aux crimes de l'histoire récente, Montaigne s'engage et dénonce. Dans un univers où le rôle de la providence divine est réduit à la portion congrue, elle se borne à laisser engloutir par la mer les galions chargés de l'or indien, c'est l'homme seul, et tout particulièrement l'Européen, qui porte l'écrasante responsabilité du ravage de la plus belle partie du monde et de la destruction de peuples entiers. L'histoire tragique du Nouveau Monde, frappé à mort dans la fleur de sa première jeunesse, est sans doute un scandale aux yeux de la morale. Et le commentaire de Montaigne dans ce chapitre adopte soudain le ton d'un réquisitoire enflammé, implacable et sans appel. L'autre nouveauté de Montaigne, c'est qu'il ne fait plus des Espagnols un bouc émissaire commode. La responsabilité est collective et s'élargit à tous les Européens. C'est pourquoi la tragédie concerne directement
chaque lecteur de Montaigne, nous concerne tous sans exception. La condamnation morale n'exempte personne. Je cite, mais quant à la dévotion, observance des lois, bonté, libéralité, loyauté, franchise, il nous a bien servi de n'en avoir pas tant qu'eux. Ils se sont perdus par cet avantage et vendus et trahis eux-mêmes. Face aux civilisations incas du Pérou et aztèques du Mexique, Montaigne s'émerveille et se scandalise. Il s'émerveille devant l'épouvantable magnificence des villes de Cusco et de Mexico et se scandalise au récit des atrocités commises par les conquérants. Qui mit jamais à tel prix le service de la mercadance et de la trafic? Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l'épée et la plus riche et belle partie du monde bouleversée pour la négociation des perles et du poivre. Mécanique victoire. Jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques ne poussèrent les hommes les uns contre les autres à si horribles hostilités et calamités si misérables. En filigrane de Cusco et de Mexico, il y a le Colisée romain et les ruines de Rome, si familières aux humanistes de la Renaissance, et notamment à Montaigne qui a fait le voyage d'Italie en 1581. Tels que les voit Montaigne, les Aztèques et les Incas sont des Romains qui auraient conservé la simplicité de mœurs des cannibales, des peuples nus, nichés dans une architecture colossale de portiques et d'arènes, de cirques et de pyramides, juste avant la destruction de ces cités idéales par des barbares bardés de fer. Deux nostalgies se rencontrent ici, nostalgie de l'âge d'or et nostalgie de la grandeur antique, brisées l'une et l'autre dans le même moment par la violence absurde et vile de la conquista. La Rome antique et le Mexico moderne avaient en commun le sens de la splendeur et de la dépense ostentatoire. À preuve, les spectacles du cirque romain, la ménagerie, les jardins et la pompe des derniers empereurs aztèques. Et juste avant, dans le chapitre des coches, juste avant le spectacle de l'Empire aztèque, il y a l'Empire romain, il y a les Jeux du cirque à Rome qui sont placés juste avant. Et la comparaison s'établit nécessairement entre les deux, entre l'Empire romain à son apogée et l'Empire aztèque juste avant sa chute. D'où en Montaigne la colère du pédagogue et de l'humaniste. La découverte du Nouveau Monde, c'était l'occasion inespérée de ressaisir au présent l'Antiquité vivante, car cette antiquité grandiose et bigarrée vivait encore sur l'autre bord de l'océan. Elle était, pour ainsi dire, à portée de main. De notre présent, elle n'était séparée que par le détroit d'une mer aisément franchissable. Marivonne, les récents progrès de la navigation l'avaient rapprochée comme jamais auparavant. Il suffisait de lui tendre les bras pour qu'elle nous communique sa grandeur intacte. Or, voici qu'à peine surgit à l'horizon des mers ce miracle de la rencontre des deux grands mondes, de l'Empire romain et de l'Empire aztèque. Ce miracle est frappé de mort, détruit par ceux qui n'ont pas su comprendre la chance historique qui leur revenait. Telle est la grande vision sous-jacente au chapitre des coches. Le deuil que porte Montaigne n'est pas seulement celui d'une moitié de l'humanité, c'est aussi et simultanément le deuil de tout le passé du monde, ou plus exactement de tout ce qu'il y a de grand et de noble dans la mémoire des hommes. Marivonne, décoche ou le rêve deux fois perdu de la Renaissance. Bien sûr, entre l'Antiquité et le Nouveau Monde, il n'y a pas d'identité parfaite. Tantôt, et c'est l'idée qui semble dominer chez Montaigne, l'Antiquité est présentée comme le pédagogue et donc comme le colonisateur idéal d'un nouveau monde réduit au statut inférieur d'enfant et d'élève. Un élève prometteur sans doute, mais qu'il convient d'endoctriner d'urgence pour cette raison même. Un enfant qu'il faut fouetter d'exemple plutôt que de verge, mais dont il est évident que l'éducation reste à parfaire. Montaigne, à cet égard, n'est nullement l'anticolonialiste que l'on a peint parfois,
Tantôt, au contraire, le Nouveau Monde, d'ores et déjà, rivalise avec l'Antiquité par ses inventions. Les jardins aux plantes d'or, la ménagerie d'or de Mexico ne le cèdent en rien aux splendeurs de l'amphithéâtre de Titus, tout encrouté de marbre, comme le dit Montaigne, encrouté de marbre, non plus qu'aux forêts artificielles qu'on y plante pour la durée de spectacles éphémères. Quant au chemin pavé de 300 lieues qui conduit de Quito à Cusco à travers les Andes, je cite Montaigne, ni Grèce, ni Rome, ni Égypte n'offrent rien de comparable. En définitive, quelle que soit la hiérarchie que l'on observe entre elles, il reste que l'Antiquité et l'Amérique se dressent en vis-à-vis, unis par toute une série d'affinités. Le cannibale du Brésil a les mâles vertus de Sparte. Mexico, l'ampleur et le luxe de la Rome impériale. Cusco, capitale de l'Empire aztèque, des monuments dignes de l'Égypte ancienne. Le résultat est que ces deux grandes entités, monde antique et monde lointain, écrasent de leur surplomb formidable l'Europe des modernes, indigne de ce double héritage, l'héritage du temps, l'héritage de l'histoire, le legs inopiné de l'espace agrandi. Des cannibales et des coches sont séparés par une petite dizaine d'années, des voyages, des guerres, des lectures, et accompagnent d'un corps le corps de Montaigne qui se détériore. Pensons à la fameuse maladie de la pierre qui obsède littéralement parfois le Montaigne des dernières années. D'où le commencement du chapitre en voiture ou en coche, on revient aux coches, au début des coches, qui justifie le titre et préfigure le retombement final. Oscillation de l'Inca Atahualpa dans sa chaise à porteur. Je cite, jusqu'à ce qu'un homme de cheval l'alla saisir au corps et l'avala par terre. Sur l'exemplaire de Bordeaux, le verbe qui avait été d'abord imprimé, c'était porta, hein, jusqu'à ce qu'un homme de cheval allait saisir au corps et le porta par terre. Et le porta a été remplacé par avala. Avalanche et dévalement, autrement dit, avalace définitive. Et c'est ainsi que s'achève mon commentaire, provisoirement. J'attends vos questions. Merci Franck, merci pour cette magnifique lecture. Et vous nous montrez encore combien ce chapitre est vraiment riche et vous l'avez replacé dans son contexte historique, littéraire et vous m'avez aidé voilà, par exemple, je me permets peut-être une première question. Et j'ai beaucoup apprécié comment vous avez évoqué donc l'argumentaire hein, que Montaigne hérite de quelques autres, comme vous l'avez dit, de Jean de Léry, de Las Casas, de quelques autres. Mais vous avez parlé aussi de cette laïcisation de l'histoire. Et c'est intéressant parce que, oui, Montaigne, il a un regard protestant sur le Nouveau Monde et sur la destruction des Amérindiens, et pourtant pas. Et si j'ai bien compris, donc il y a eu vraiment une nuance là très importante, je trouve. Oui, Ah oui, Montaigne est catholique. Hein. oui Tout le bien monde sûr. sait que Oui, Montaigne oui. est fondamentalement catholique. Il a un frère protestant, mais avec qui il ne s'entend pas très bien. Hein. Et la Boétie, au moment de mourir, avait enjoint à ce frère de Montaigne de se convertir au catholicisme. Donc, il y a un divorce entre les deux frères qui est de longue date. Mais néanmoins, ce texte qui a été traduit par les protestants, qui a été véhiculé par les protestants, a été lu par Montaigne. Montaigne a lu, bien sûr, Las Casas, il a lu la traduction française, qui est une Mm, traduction légèrement tendancieuse, hein, bien sûr, parce que la faute porte sur les Espagnols, sur mm, toute la nation espagnole dans son ensemble. Donc, l'accusation est légèrement déplacée par le traducteur. Hein. mm, Ce ne sont pas les tyrans seulement qui sont coupables, mais ce sont tous les Espagnols, tous les Castillans. Hein. Et ce mm, sont les Castillans, les ennemis des protestants, hein, les persécuteurs des protestants. mm, Donc Montaigne hérite de cette polémique, mais je dirais il ne l'inféode pas à une foi, à une religion. mm, C'est vrai que dans ce chapitre des Essais, le nom de Dieu est deux fois prononcé, mm, mais je dirais que Montaigne laïcise une problématique qui existait avant lui. Il laïcise cette problématique et il dénonce tout simplement la destruction d'une partie de l'humanité par l'autre. mm, mm. Donc il suffit plus de pointer du doigt les Espagnols, c'est plus compliqué. Bien sûr, parce que les Espagnols sont coupables, ou du moins certains Espagnols, mais nous sommes tous, à quelque égard, responsables de ce qui a eu lieu là-bas.
Mm. Ce sont les modernes finalement. Montaigne revient toujours à cette idée, c'est que nous sommes, nous autres modernes, enfin les modernes de son époque, mais on pourrait dire ça des modernes d'aujourd'hui, hein, sont très inférieurs aux anciens. Montaigne a une admiration éperdue pour l'Antiquité, mais il a une vision très négative de la modernité, hein, de sa modernité, de ces gens qui sont ses contemporains, où pourtant il y a des progrès évidents qui se sont passés, mais qui sont des civilisations beaucoup plus faibles, des civilisations beaucoup moins illustres que pouvait l'être la civilisation romaine. Il suffit de visiter Rome, de visiter les monuments de Rome, et de comparer à ces monuments les nôtres, ces monuments de notre civilisation, et de voir l'état d'infériorité de notre civilisation chrétienne. Il n'y a pas de monument comparable au Panthéon ou bien aux arènes, au Colisée. Donc, il y a un contraste que Montaigne entérine tout à fait entre l'idéal l'idéal ancien monde de l'Antiquité et puis la triste modernité qui a ajouté à la petitesse, à l'égoïsme, des crimes de génocide. Enfin, bon, le mot n'est pas de Montaigne, bien entendu, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Il y a eu entre 20 et 40 millions de morts, ou peut-être 60 millions de morts, d'après les estimations possibles. Alors, ces morts, on le sait aujourd'hui, ne sont pas dus seulement à la méchanceté, pourrait-on dire, des Espagnols, mais c'est aussi dû à des microbes. Les microbes qu'ont apportés les Espagnols ont aggravé en quelque sorte la destruction des Indes. Je me permets une dernière question avant de passer aux questions posées. Oui, Et alors, je voudrais revenir à vous en avez parlé dans votre présentation, ce moment dans le chapitre où Montaigne fait parler les Amérindiens. Hein, donc, oui, oui. la- Enriquemiento, oui, oui, oui. Oui. alors, comment vous disiez ces citations? Alors, D'où juste, si je peux dire quelque chose sur ce passage du chapitre des Coches, ce passage où l'on voit les Indiens qui répondent aux Espagnols, ils répondent à la requête des Espagnols. Ce passage, en fait, il est chez Gomara, chez Francisco Lopez de Gomara, dont s'inspire Montaigne. Montaigne, finalement, n'a fait dans ce passage que recopier Gomara, qui déjà, Gomara donc défend la conquête, il ne condamne pas la conquête, mais il condamne néanmoins les violences et les cruautés commises par les Espagnols. Chez Gomara, il n'y a pas une apologie sans critique, sans critique de sa part. Mais il y a aussi de l'humour, il y a de l'ironie. Ce passage est un passage ironique, mais l'ironie est déjà chez Gomara. C'est ça qui m'a le plus fasciné. L'ironie est déjà chez Gomara. Montaigne se contente de reprendre le passage, de le raccourcir. Il condense les expressions attribuées aux Indiens et il en fait quelque chose de beaucoup plus explosif, de beaucoup plus scandaleux. Le scandale ne vient pas en fait du commentaire, d'ajout que ferait Montaigne, mais au contraire de soustraction. Il élimine des éléments, il raccourcit, et c'est ces raccourcis qui donnent à ce texte sa violence, sa force incroyable. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, 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 non. Merci. Alors, je vais passer aux questions posées par le public. Je vais les poser dans l'ordre où elles sont arrivées. Donc, la première question est d'Ali Ben Maklouf, qui Oui, était le deuxième invité dans cette série, en fait, et qui a publié tout récemment un livre sur Montaigne. Alors, voici sa question. Donc, merci pour cette magnifique conférence. Montaigne parle du nouveau monde, mais aussi de l'autre monde. Comment comprenez-vous ce double usage? Donc, la différence entre nouveau monde et l'autre monde. Et c'est ça donc la question d'Ali Ben oui, Maklouf. oui. Ben, je salue Ali Ben Maklouf. Enfin, je suis très heureux de l'entendre, enfin d'entendre sa question. Nous nous sommes rencontrés il y a déjà très longtemps. Je le salue. Et oui, alors le nouveau monde et l'autre monde, oui, c'est ben, voilà, l'ancien monde a découvert le nouveau monde. Il y a deux mondes. Mais Montaigne dit, on n'en restera pas à ce dialogue, enfin ce dialogue qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, à cette rencontre entre deux mondes. L'autre monde, c'est pas un monde de l'au-delà, c'est un monde d'ici-bas, c'est un monde qui est sur cette terre. Et il faut bien faire avec, il faut faire avec ces mondes et il faut vivre avec. C'est ça que le regret et l'espoir de Montaigne, c'est la coexistence.
hein. Il faut vivre avec ces autres mondes. L'ancien monde doit vivre avec le nouveau. Et au lieu de le tuer, au lieu de le tuer d'emblée, il faut apprendre à l'éduquer. Alors, Montaigne a vis-à-vis de ce nouveau monde une position très complexe. On pourrait dire qu'il n'est pas complètement moderne, enfin complètement moderne. Ce nouveau monde, pour Montaigne, c'est un monde enfant. Il le dit dans le chapitre des coches. Un monde enfant qu'il faut éduquer et dont il faut parfaire l'éducation. Un monde qui a commencé à être éduqué, mais il faut parfaire son éducation. Et donc, l'ancien monde doit servir de maître au nouveau. Mais ce maître doit être un maître doux, un professeur doux, et non pas violent. On ne doit pas donner des gifles ou des coups de fouet à cet enfant. Il faut finir de le dresser, finir de l'éduquer de façon pacifique. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Hein. Ali nous dira. Alors, une question de John O'Brien Oui. qui dit: Bonsoir Franck, merci pour ton exposé. Si Montaigne a lu Migrode, il ne semble pas y avoir de traces chez lui de Thomas More. Est-ce étonnant? Oui, sans doute, oui, il y a pas, oui, et c'est étonnant. Euh, alors Thomas More, oui, dans, dans une, dans une collection que j'ai chez l'éditeur Robert Garnier, nous allons éditer, le prochain volume à paraître est un livre qui porte sur Thomas More en France au XVIe siècle. Thomas More a circulé en France au XVIe siècle, enfin, les œuvres de Thomas More ont circulé en France au XVIe siècle, mais ils n'ont pas eu ont eu un écho assez faible. Et c'est vrai que chez Montaigne, il n'est pas évident que Thomas More soit présent, hein, comme l'a dit justement John O'Brien, effectivement. Mais Thomas More n'est pas inconnu des Français, mais il a une importance euh, relative seulement. Hein. Et c'est petit à petit seulement, avec les années, avec les décennies, et au siècle suivant, qu'il aura une importance décisive. Il y a un Ah, certain retard, il y a un certain retard dans la compréhension de l'utopie. L'utopie, la première utopie française, c'est le royaume d'Antangile, ça date du début du XVIIe siècle, hein, 1600 et quelques. Et chez Montaigne, ce n'est pas très présent non plus, même si Descoches fait parfois penser à une utopie. Mais le tableau que fait Montaigne de la société euh, américaine ou amérindienne, on peut difficilement la qualifier, est assez complexe. Il y a des éléments qui viennent de Gomara, qui sont relatifs à l'empire aztèque, d'autres à l'empire inca, mais ces royaumes ou ces empires n'étaient pas tout à fait utopiques. Il s'est passé des choses monstrueuses. Hein. Il y avait par exemple le cannibalisme dans l'empire aztèque, qui était une chose assez effrayante, les sacrifices humains qui existaient aussi bien chez les aztèques que les incas. Donc, la vision de Montaigne est une vision indiscutablement embellie, hein, qu'il a recueillie de Gomara. Il a pris certains aspects. D'autre part, ces peuples, il les imagine assez vaguement comme des peuples nus. Hein. Alors, il le dit à certains moments. Hein, il ne dit pas qu'ils sont tout nus, comme les Tupinambas du Brésil, comme les cannibales dont il parle, hein, dans le chapitre 31 du livre 1. Mais ces gens sont sans vêtements, sans défense en tout cas, sans défense. Et bien que sans défense, ils ont résisté et ils se sont fait massacrer. Mais on les imagine très bien défilant tout nus dans ces architectures de palais romains. Hein. Il y a un peu un montage comme cela chez Montaigne. Hein. Il superpose des choses étrangères. Hein. Il se ressource d'un côté à Gomara, hein, qui donne un tableau relativement exact et parfois ironique, comme dans ce passage que Montaigne paraphrase, de la conquête espagnole. Mais tantôt, il a une vision voilà, embellie, tantôt une vision primitiviste et tantôt une vision embellie. C'est tantôt un peuple enfant, tantôt un peuple extrêmement raffiné, capable des plus belles peintures de plumes. Ils font des tableaux de plumes. Et Montaigne oscille entre les deux. Sa vision n'est pas exactement arrêtée à un stade de développement particulier de ces peuples. hmm. Euh, il y a une... C'est un des chapitres les plus complexes parce que c'est un chapitre extrêmement serré
extrêmement éloquent. Donc il y a toute une construction rhétorique sur laquelle je n'ai pas assez insisté, mais je l'ai fait dans mon petit livre. C'est un chapitre extrêmement construit et en même temps extrêmement compliqué. Alors, je n'ai pas beaucoup insisté sur le début du chapitre, hein. J'en ai parlé à la fin, mais il y a une symétrie en quelque sorte entre le début et la fin. Et cette symétrie, eh bien, elle est due aux coches, justement, hein. Les coches, Montaigne se trouve mal quand il est en voiture, hein. Il a le mal de voiture, il a le mal de la route, hein. Et il a mal au cœur quand il se trouve dans une voiture, une voiture soit à roues sur la route, soit une voiture d'eau, une voiture, un chaland, une péniche, hein, sur un canal ou sur une rivière. Et il préfère être à cheval, hein, le cheval contre la voiture, le cheval contre le coche, hein. Et à la fin, symétrie du début à la fin, bah, c'est une sorte de coche qu'on retrouve, le coche de l'Inca, qui est un coche sans roue, hein, qui est une chaise à porteur, un coche sans roue. Les Incas ignoraient la roue comme moyen de locomotion. On a une symétrie entre le début et la fin. J'ai- Chapitre d'une conception très complexe, avec l'écœurement, qui est à la fois l'écœurement de Montaigne au début et à la fin l'écœurement face à l'histoire, hein. Chute au début, chute de Montaigne, hein. Il a mal au cœur, mal au ventre, il a envie de vomir, et à la fin, chute de l'Inca de sa chaise d'apporteur et la chute d'un monde, l'écroulement d'un monde, hein. Il y a une, il y a une, il y a une métaphore très forte, hein, du choc de la valasse, hein, comme je dis, la valasse, c'est-à-dire l'avalanche. Tout se répand, et rien ne peut retenir cet écroulement. Et vous avez montré aussi dans le livre, et j'étais très sensible à cela, le fait que tout au long du chapitre, il y a en fait une évolution du jeu, hein. Le jeu, Oui, c'est pas le même jeu à la fin qu'au début, même s'il y a en même temps la fin qui répond au début. J'ai été frappé par cela. Oui. oui, oui, effectivement. Le jeu, c'est parfois un jeu intime, enfin un jeu personnel. C'est le jeu personnel de Montaigne. Au début, quand il parle de son mal au ventre ou son mal au cœur, quand il se déplace, hein, quand il est dans les coches, justement. Et à la fin, le jeu, c'est un jeu d'un inquisiteur, en quelque sorte, d'un accusateur, hein, qui parle dans une chambre de justice, hein, qui fait un procès aux conquistadors, à ceux qui défendent la conquête, hein. Donc, le jeu change de valeur. Ce n'est plus un jeu personnel, un jeu intime, mais c'est un jeu de prédicateur ou plutôt d'avocat, hein. C'est l'avocat hein, qui met en état d'accusation tous les conquérants, tous ceux qui ont justifié ou qui justifient la conquête. Il y a une question de... Oui, Pardon, non, allez-y, allez-y. oui, oui. Il y a une question de Cathy Yandel, et elle demande donc, que pensez-vous de l'idée d'un Montaigne anticolonial, ou plus précisément d'un Montaigne postcolonial? Oh, Voilà, bah, donc ce sont des catégories anachroniques. Je crois que c'est deux. Ouais, je ne serais pas tout à fait d'accord. Enfin, bon, on peut le dire, évidemment, mais ce n'est pas vrai. Montaigne n'est pas hostile. Il n'est pas hostile. Alors, ça peut, évidemment, ça peut être décevant pour nous. On peut juger ça dommage, quoi. Mais il n'est pas hostile à la colonisation, hein. Il ne dénonce pas la colonisation en tant que telle. Il dénonce la forme qu'elle a prise, hein. Euh, cette colonisation a été désastreuse. Alors, mais il n'est pas absolument anti-colonisateur. Les conquérants qui sont allés là-bas, bon, la conquête était peut-être une bêtise, mais le fait qu'ils soient allés là-bas, qu'ils aient établi leur empire sur ces Indiens, alors peut-être qu'il aurait. Je pense que le postcolonialisme et, et, et l'anticolonialisme, ce sont deux catégories qui sont inopérantes, me semble-t-il. Elles sont trop dépendantes de notre histoire, de l'histoire que nous avons vécue au cours des derniers siècles, et elles se rapportent assez mal à Montaigne. Il n'est pas contre la conquête, il est contre les formes que la conquête a prises. Voilà. Et le terme même de conquête est un terme ambigu, bien sûr. Par exemple, pour le Nouveau Monde, il aurait rêvé qu'un conquérant comme Alexandre le Grand, pour lequel Montaigne a une réelle admiration, hein, d'après Plutarque, hein, euh, si Alexandre le Grand avait conquis le Nouveau Monde, alors
les choses se seraient passées de façon différente. Voilà, c'est un peu le rêve de Montaigne, ou le rêve des humanistes, hein, le rêve des humanistes contemporains de Montaigne. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que Montaigne soit anticolonialiste ni postcolonialiste. Ce sont deux catégories qui sont, euh, qui, qui, qui sont anachroniques pour son texte, me semble-t-il. Hein, me semble-t-il. Alors, il y a une question de Il y a peut-être un avis différent. Hein. Cathy, n'hésite pas à nous répondre. Antonia Zabari pose une question maintenant. D'abord, elle dit: Je tiens à vous remercier, chef Franck Lestringant, pour cette subtile discussion de la perspective de Montaigne. Et puis, sa question est la suivante, qui est assez longue. Voilà, donc, s'agit-il d'une forme douce, soft ou culturelle du colonialisme dans les écrits de Montaigne? Montaigne a beau dénoncer la Reconquista espagnole, cela ne l'empêche pas d'imaginer les cannibales comme en dehors de l'histoire. Chez Montaigne, le Nouveau Monde est ou bien le passé noble qu'on connaît déjà de l'Antiquité, ou bien la victime des actions des Européens. Et si Montaigne propose une conception de l'histoire laïque, du moins pas providentielle à cette époque, une perspective européenne se formait pour laquelle la responsabilité historique restait bien centrée dans la culture et la sensibilité européenne. Donc c'est peut-être plutôt un commentaire qu'une question. Oui, 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 oui. Oui, alors je ne sais pas comment répondre, enfin comment. Enfin oui, je suis assez d'accord. Enfin, oui, oui. Faudrait que j'ai le texte devant moi. Voilà. Mais oui, je serais assez d'accord. Enfin, oui, il y a des aspects des phrases qu'on a lues qui sont tout à fait justes. Bon, il faudrait reprendre ce texte en détail. Moi, je me permets aussi une question. Oui, Alors, sur, évidemment, voilà, c'est juste, c'est un texte que j'ai relu tout récemment, donc les portraits d'André TV. ah, Ou oui. également donc une description d'Atahualpa. Comment vous lisez ensemble ces deux textes, ces deux représentations de ce moment de l'histoire de la fin des Incas, Chez TV. Alors, par rapport à ce qu'en dit Montaigne à la fin de son chapitre? Est-ce qu'on peut les lire euh, ensemble ou est-ce que est-ce qu'on peut les lire ensemble dans un dialogue? Est-ce que les points de vue sont complémentaires ou ah oui, pour vous? alors oui, dans mon petit livre sur des coachs, effectivement, j'ai rapproché le texte de Montaigne du texte de TV, André TV, donc en 1584, donc enfin, juste avant le troisième livre des essais, qui était 1588, a publié dans Vrai portrait et vie des hommes illustres un portrait d'Atahualpa, puis un autre de, de Moctezuma. Il évoque la fin de ces deux souverains du Nouveau Monde en des termes accusateurs, critiquant donc les conquérants. Alors, sa source est sans doute la même que Montaigne, c'est Gomara. Gomara qui fait l'apologie de la conquête, mais qui dénonce néanmoins certaines formes de la conquête, certaines violences gratuites commises par les Espagnols et dont ils auraient pu se passer, comme le dit déjà, euh, Gomara, et comme le dit à son tour Montaigne, comme le dit de façon beaucoup plus accusatrice Montaigne. Mais on voit que ce sentiment, ce caractère odieux des supplices infligés à Moctezuma ou à Atahualpa, hein, dans l'un et l'autre cas, on voit que ils sont déjà, cette accusation est déjà assez répandue. Hein. Ce que les Espagnols ont appelé la leyenda negra anti-espagnole, est déjà répandue en France. C'est la vision dominante, je dirais. C'est la vision dominante à, la, à laquelle Montaigne se rallie, mais lui va plus loin encore en dressant un réquisitoire. Hein. Il écrit un réquisitoire, c'est construit, la fin du chapitre des coches est construit véritablement comme un réquisitoire. Hein. Rhétoriquement, c'est très organisé et ça vise à l'accusation, à la condamnation des Espagnols hein, qui ont justifié ce qui était injustifiable. Alors, dernière question, Franck Lestringant. Donc, ce Oh, il contrat. peut y en avoir d'autres. Hein. Je suis pas un peu. je, peux, Euh, je peux essayer de répondre. Je peux essayer de dialoguer, de continuer. Oui.
En fait, Cathy Yandel nous a répondu, donc je vais lire son texte d'abord. Merci beaucoup pour cette belle lecture de Montaigne ainsi que votre réponse à ma question. En effet, le terme postcolonial m'a toujours paru anachronique à propos du XVIe siècle, même si on y trouve des idées à discuter dans ses thèses. Et j'étais curieuse de savoir votre opinion là-dessus. Donc, elle vous remercie pour votre réponse. Ouais, Et merci. donc, ma toute dernière question, donc, sur quoi travaillez-vous en ce moment? Parce que j'imagine que vous avez beaucoup de projets. Oh là là. Euh, là, j'ai travaillé sur Montaigne, mais c'était un petit peu pour la journée d'aujourd'hui. Je suis très heureux, en tout cas, d'avoir pu faire cette conférence. Mais j'ai un livre qui est terminé depuis un an déjà sur Rabelais. Et c'est sur la géographie de Rabelais, hein. Dans quel espace se déroule le roman de Rabelais? Et quand je dis dans quel espace, la question que je pose, enfin j'y réponds déjà, disons qu'entre l'espace et l'action des personnages de Rabelais, il y a des cartes. Rabelais s'est servi de cartes, donc il y a des cartes qui servent de cadre à sa fiction. Donc c'est l'hypothèse que je lance et que j'essaye de défendre. Alors pour le cas livre, c'est relativement facile. Pour les autres romans de Rabelais, c'est plus difficile, hein. Donc c'est un livre. Mon essai doit paraître aux belles lettres dans le courant de l'année prochaine, je l'espère du moins. Ah, Et ben puis c'est j'ai et puis j'ai une édition. J'ai fait à mon tour une édition de Jean de Léry de l'histoire mémorable de la ville de Sancerre, donc en livre de poche. Donc en livre de poche doit paraître le premier écrit de Jean de Léry, l'histoire mémorable de la ville de Sancerre, où il raconte ce siège qui a eu lieu en 1572-1573 et qui s'est terminé par un acte de cannibalisme en France pendant les guerres de religion. Donc ce texte qui avait jadis été édité par Gérald Nakam, il y avait une excellente édition de Gérald Nakam, je le réédite à partir de documents nouveaux au livre de poche. Il doit sortir en principe au mois de janvier prochain. On l'attend avec impatience. Et le livre aussi sur Rabelais. Et c'est vrai qu'avec les personnages de Rabelais, on a l'impression d'être à Paris ou d'être, enfin, surtout beaucoup à Paris. Mais Oui, c'est, oui, en faut une Beauce parfois, carte à en la main. Beauce ou bien un Chinon parfois. Oui. Mais, mais le quart-livre, c'est sur la mer, c'est un insulaire, c'est un isolario. Mais il y a derrière le quart-livre, il y a une carte. Je ne vais pas vous mettre, je vais pas vous faire un cours sur Rabelais maintenant, mais il y a une carte dont Rabelais s'est servi. C'est la Carta Marina d'Olaus Magnus. Olaus Magnus, c'est un évêque, un évêque in partibus d'Uppsala, et Olaus Magnus a fait une carte, une gigantesque carte gravée sur bois, magnifique carte de la Scandinavie. C'est la première carte de la Scandinavie qui est d'un format, oh, ça doit faire ça fait au moins 1 mètre de côté, quoi. C'est une grande carte en plusieurs blocs, c'est des blocs gravés sur bois. Et on a toutes sortes de monstres, monstres marins, baleines, orques, etc. On a le fameux maelstrom hein, dans un coin. Voilà, c'est une carte extraordinaire. Donc j'analyse cette carte dans cet ouvrage sur Rabelais. J'analyse cette carte. Rabelais a bien eu cette carte entre les mains et il a emprunté à cette carte un certain nombre de légendes au sens cartographique, c'est-à-dire d'expressions, de noms, de toponymes ou de coronymes qu'il a pris dans cette carte. Alors, Voilà. c'est fascinant. Merci Franck d'avoir été mon invité aujourd'hui. Je vous en remercie. Et Merci dites Philippe. Merci Philippe pour ce saut par-dessus l'océan. au moins virtuellement, c'est déjà ça. Donc, merci Oui, beaucoup. Et alors, le prochain épisode de notre série sur Montaigne aura lieu dans un mois, le 30 octobre à 13h, heure de New York, et 18h, heure de Paris. J'aurai le plaisir de recevoir Cathy Yandel. Le 6 novembre, lors d'un épisode hors série, je discuterai avec Nadine Cuperti. Et le 27 novembre, Jeff Purcell sera mon invité pour un épisode Montaigne au théâtre, qui va être un tout petit peu différent. Alors, je signale aussi que toutes les informations, le calendrier, ainsi que les enregistrements des épisodes antérieurs et des suppléments bibliographiques sont disponibles sur le site montaigne.us. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce site. Et voilà, merci à vous tous pour votre fidélité et merci surtout à vous, Franck, pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup.